Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors ce matin, je suis tellement heureuse. Elle est là, elle est à côté de moi. On va vous emmener voyager très loin ce matin au Café des Lyonnes, puisqu'on va aller même jusque la planète Mars avec Cathy Quentin-Nataf. Vous êtes planétologue. Vous êtes une planétologue française, mais vous avez une notoriété internationale puisque vous êtes spécialiste des petits cailloux, je vais le dire comme ça. En fait, vous êtes une grande géologue, c'est ça qu'on dit Oui. dans la terminologie, et vous êtes aussi professeur à l'université Lyon 1. Voilà, en fait, finalement, on vous croise dans le tramway le matin ou dans le métro, etc. Et en fait, on ne sait pas que vous faites partie de l'équipe internationale qui travaille actuellement sur le petit robot Persévérance qui est à des millions de kilomètres de nous sur la planète Mars. Donc je suis tellement heureuse de pouvoir prendre ce Café des Lyonnes avec vous ce matin. On va parler de votre parcours, on va parler de ce que vous faites et de votre vision de la place des femmes. Vous savez que c'est ça qui nous anime nous dans cette émission. Mais première question, Cathy, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement ? Alors, je pense que dans ma nature, j'étais pas forcément quelqu'un de très engagé sur des questions politiques, etc. Mais on devient engagé par la force des choses et par la carrière ou par les choses qui peuvent nous choquer. Alors, j'avoue que oui, aujourd'hui, je me définirais à 40 et quelques années comme une femme engagée sur la place des femmes en sciences. Voilà. Et vous considérez que l'engagement, il est forcément sur ce levier-là ? Il n'y a pas d'engagement déjà dans son travail ? Parce que... Ah si, bien sûr. Mais je veux dire... On est payé pour le travail qu'on fait, donc oui, je m'engage énormément dans mon travail. Je me surengage dans mon travail, mais c'est important, surtout quand on commence à avoir un peu d'expérience, de prendre le temps de s'engager pour des causes quand on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la société. Voilà, donc c'est important de prendre la parole. Oui. Et vous trouvez que les femmes, elles le font assez en France ? Peut-être qu'elles ont envie de le faire, peut-être qu'elles n'ont pas encore assez l'espace pour le faire, mais oui, j'aimerais bien les entendre un petit peu plus. Et puis des paroles plus mesurées parfois, parce que parfois on entend aussi des discours assez extrêmes. Les réseaux sociaux aussi encouragent cet extrémisme, on va dire, en tout cas la mise en lumière des pensées extrêmes. Et oui, ce serait bien quand les femmes... prennent plus la parole, oui. Et vous, donc, vous œuvrez dans le milieu des sciences. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la place des femmes dans les sciences. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes filles ou pas suffisamment de jeunes filles qui sont en train de faire des études de maths, de sciences pour aller dans les filières ensuite universitaires. Vous le mesurez, vous, dans votre métier au quotidien, ou les femmes, elles sont là, elles sont présentes et elles occupent les postes ? Oui, je l'observe. Il y a plusieurs choses. Il y a ma génération, on va dire, où on commence... il y a encore la génération d'avant où il y a très très peu de femmes. Vraiment les femmes scientifiques de la génération qui part aujourd'hui à la retraite, c'était des pionnières. Enfin, c'était des femmes qui très souvent rentraient en sciences comme on rentre un peu en religion. C'est-à-dire elles avaient fait le choix de ne pas faire d'enfants pour pouvoir s'imposer. Elles étaient obligées de très 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 surperformer pour se faire une place dans un monde très très masculin. Donc moi je suis déjà de la génération d'après où on est déjà un peu plus de femmes, avoir eu une vie de famille, etc. Mais on n'est encore pas très nombreuses. Où je m'inquiète, c'est la génération suivante. Là, il y a eu notamment, c'est multifactoriel, mais enfin, il y en a au moins un, c'est la réforme du bac. Ça a divisé par 4 le potentiel de femmes en sciences pour les études supérieures. On a reculé de 40 ans. Donc ça m'inquiète beaucoup pour la suite. Ouais, c'est dramatique, ça. Alors, Cathy, moi, j'ai envie de savoir, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande ? Vous vouliez faire chercheuse, planétologue Pas du tout. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus impliquée dans cette idée de l'orientation des jeunes filles. Parce que moi, je viens d'une famille, il n'y a pas beaucoup de sciences. J'ai jamais été encouragée à faire des sciences. C'est vraiment venu plus tard. Ça s'est imposé à moi, malgré moi, le fait de devenir chercheur. Je pense que même quand j'ai eu un doctorat, je ne pensais pas que je pouvais, moi, prétendre à un poste de chercheur. Ah oui. J'ai mis vraiment du temps... déjà à me trouver légitime, mais c'était pas... Donc non, je ne rêvais pas de ça, je rêvais à rien du tout d'ailleurs, pour vous confier, à 18 ans, je voulais même pas à 18 ans, je voulais même pas faire d'études, je sais pas, j'avais aucune ambition. Non mais alors, avant 18 ans, même je vous parle de ça, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'était quoi vos rêves de petite fille ? Ah, mes rêves de petite fille, j'aimais beaucoup la musique et je rêvais d'être pianiste. Ah voilà, donc vous étiez dans un univers, vous aviez votre univers créatif à vous. Et puis après, en grandissant, vous saviez pas quoi faire. Si ? Non, j'avais pas de... Non, j'avais envie de fonder une famille. J'avais les bons modèles qu'on me renvoyait. J'avais envie de trouver un mari et fonder une famille.
Et ça, c'était à 18 ans. Voilà, à 18 ans, mes ambitions. Mais vous étiez forte en maths, vous étiez forte dans les sciences? Oui. Et j'étais forte en sciences. Et puis, ça m'interpelle aujourd'hui, mine de rien, la façon dont nos profs nous évaluent. Parce que j'ai toujours eu des facilités en sciences, évidemment. On n'arrive pas là non plus par hasard. Et le prof de maths de terminale avait dit à mes parents, par exemple, qu'il ne fallait pas que je fasse de carrière scientifique parce que je n'en aurais ni la motivation, ni la capacité de travail. C'est-à-dire deux caractéristiques. Il ne pouvait pas dire que j'étais nulle en maths, puisque ce n'était pas vrai. Ouais. Donc, il a juste dit, elle n'est pas motivée, ce qui est probablement vrai. Je ne devais pas montrer une grande motivation, oui. Mais voilà. Pas d'enthousiasme particulier. Et comment on peut juger mais surtout, vu la capacité de travail que j'ai. Oui, c'est ça. C'est drôle, rétrospectivement. Non, c'est très drôle, rétrospectivement. Ah oui, c'est clair. La motivation, la capacité de travail, je pense que c'est les deux qualités premières de mon parcours. Comment on peut se tromper comme ça. Voilà, je pense que c'est assez caricatural et on le voit beaucoup dans le système scolaire, la façon, c'est pernicieux, dont on va évaluer les jeunes filles dans les bulletins scolaires. Moi, j'ai 2 enfants et j'observe les différences qu'on a pu faire à note égale. Ah, c'est vrai? Vous voyez la différence entre garçons et filles? Oui. Ok. Les filles, on va encourager, on va dire, elle a beaucoup travaillé. Elle a réussi parce qu'elle a beaucoup travaillé. Et les garçons, il est brillant. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a un côté. Oui, il y a quand même. Il y a un petit côté comme ça, ouais. Ouais, donc ceci explique ça. Donc, vous, à 18 ans, vous n'étiez pas assez travaillé, vous n'avez pas de capacité de travail suffisante pour pouvoir embrasser ce genre de carrière, mais ça ne vous a pas arrêté. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, du coup? Alors, je suis rentrée à l'université, donc sans exactement savoir ce que je voulais faire. À l'époque, j'aimais bien la montagne, hein, donc c'était un peu ce qui m'a orientée vers la géologie, on va dire. Je suis rentrée par là. Et après, tout se fait par hasard, c'est par les rencontres. En fait, le parcours professionnel, il n'est pas linéaire. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé un doctorat sur la surface de Mars. Je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée. Et puis, il y a aussi des circonstances. Je suis arrivée au moment où c'était un boom de l'exploration spatiale. J'étais au bon endroit au bon moment aussi. Voilà. Donc, une fois qu'on tombe dedans et qu'on a l'adrénaline des nouveaux résultats, quand on découvre des nouveaux mondes sur une planète lointaine, c'est extra. Après, ça m'a jamais quitté. Parce que maintenant, c'est plus que passionné. Je veux dire, vous êtes dans le chaudron magique, là, vraiment. Mais bon, la plupart de mes collègues sont des astronomes amateurs qui ont regardé les planètes avec leur télescope depuis tout petit. Oui, moi, c'est pas du tout mon cas. Non. Je suis arrivée là par hasard, vraiment, entre guillemets. Donc, vous faites votre doctorat et après, vous faites quoi? Comment ça marche? Alors, après un doctorat, on est assez encouragé à faire un contrat de recherche court qui s'appelle un post-doctorat. Première expérience de recherche, et souvent à l'étranger. Donc moi, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis. Donc ça aussi, ça a été important, je pense, dans ma carrière. Ouais. Et dès très jeune dans ma carrière, entre guillemets, j'ai bénéficié d'un financement européen pour partir à l'étranger. D'accord. Ça aussi, c'est important. Et dans ces financements, ils regardent pas mal la parité quand même. Ils sont très sensibles. Okay. En tout cas, pour ce premier levier, je pense que j'en sais rien, hein, peut-être c'était juste mon dossier, mais je sais qu'ils regardaient quand même des quotas de femmes pour ces bourses européennes où ils font partir à l'étranger. Ouais. Et puis pour revenir en France après, en Europe après. Donc j'ai bénéficié de cette première bourse européenne, parce que j'en ai eu plusieurs après derrière. Et ça ouvre... Ah oui, déjà, c'est des bourses confortables, on a ces petits crédits de recherche, on est déjà autonome, donc on a une autonomie de pensée, de sujets de recherche... Et puis, une expérience à l'étranger. Moi, j'étais à la capitale, à Washington. C'est génial. J'encourage énormément les jeunes à partir. C'est super. Mais qu'est-ce qui est le déclic? C'est-à-dire que vous vous laissez guider parce qu'il y a des opportunités, vous les saisissez? Ou est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou vas-y, ou c'est bien ce que tu fais? Moi, j'ai toujours été très encouragée. J'ai rencontré mon mari très jeune, justement, en terminale. Probablement, il y a un lien avec mon manque de motivation en terminale, en cours de maths. Il m'a toujours encouragée, mon mari. Quand on a eu cette bourse, par exemple, pour aller un an à l'étranger, lui, il est avocat et il devait commencer à travailler après des longues études, quoi. Et il a accepté de ne pas de reporter d'1 an, de commencer son travail pour venir avec moi parce qu'il savait que c'était une opportunité importante pour moi. Ah ouais. Moi, je pense que j'ai toujours eu mon mari derrière moi. Et dans votre contexte professionnel, vous vous êtes jamais dit, oulala, mais pourquoi on me propose ça? J'y arriverai pas? Ou j'ai l'impression que chez les femmes scientifiques, j'ai l'impression que c'est pas un sujet, ça.
Oui, non, non, mais si la crise de légitimité, Oui. on l'a quand même Vous l'avez? souvent, régulièrement, oui, oui. Bah, par exemple, souvent, j'aime pas les réunions où il y a que des hommes et que je suis la seule femme. Ouais. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans le contexte spatial, hein, on est 20 personnes, je suis la seule femme. Et là, je regarde et à midi, il arrive une autre femme qui nous sert les plateaux. Et je peux pas j'ai une petite voix au fond de ma tête en disant, mais est-ce que je suis à ma place quand même? Ah ouais. Là, il y a un truc qui me choque. Ouais. Non. Et j'aime bien quand on a au moins 2, 3 et ils se rendent pas compte, mes collègues masculins, que c'est pas la même ambiance. Oui, c'est ça. Et Mais c'est pas la même ambiance, mais est-ce que ça vous empêche de prendre la parole ou de dire ce que vous avez à dire? bah, maintenant, non, mais ça prend du temps quand même. Souvent, quand même, les hommes sont plus assurés plus vite, on va dire. Moi, avec l'expérience de la carrière, oui, aujourd'hui, je m'affirme sans aucune difficulté. Mais c'était pas comme ça il y a quelques années, je pense. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Donc là, vous déroulez, vous faites vos bourses, donc vous allez aux États-Unis, vous rentrez en Europe? Oui, après, très vite, du coup, j'ai un poste à l'université de maître de conférence à l'université Lyon 1. Pareil, ça, c'est encore des opportunités, parce que les postes à l'université, ça dépend des départs à la retraite ou des départs Ouais. d'école. Enfin, c'est pas... Oui, c'est pas automatique, oui, oui, oui. c'est ça. Donc, je suis là au bon endroit au bon moment. J'ai eu la chance d'être recrutée très vite après ma thèse, ce qui est pas souvent le cas aujourd'hui. Les jeunes chercheurs, c'est une des raisons pour lesquelles on perd des femmes, sont recrutées en moyenne 7 années après la thèse. Il faut les tenir, les 7 années. Hein, Ah oui, ça fait post-doctorat. long. Ouais. Ça fait une moyenne à 33 et quelques années. Pour avoir un premier poste fixe, moi, j'ai eu mon poste bien avant. Ça m'a permis de poser ma famille aussi. Enfin, Et oui, voilà. bien sûr. Ça, c'est pas mal lié, parce que... les jeunes femmes sont obligées d'attendre pour avoir des enfants et bon, Ouais. il y a vite, à un moment donné, si elles ont un choix à faire, finalement, elles arrêtent la recherche. Ce qui Ouais. est dommage. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il faut Donc, recruter plus Il faut tôt. recruter plus tôt. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et puis, voilà, j'ai commencé à l'université Lyon 1. Et encore une fois, l'Europe m'a sauvée, entre guillemets, parce que c'est pas facile d'être enseignant-chercheur et d'avoir une activité de recherche internationale. D'accord. Parce que Pourquoi à l'université française, on a une très très lourde charge d'enseignement. Je pense qu'on est presque vu. Je pense que si je demande à la tête de l'État qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur à l'université, il dit c'est un enseignant. Enfin, il nous voit comme un nombre d'heures de cours à donner. Et il est beaucoup trop important. Il est 6 fois plus important que ce que donne un prof d'université à l'étranger comme heure de cours. Donc on ne peut pas être au four et au moulin. D'accord. Et suivre une mission internationale, des résultats, ça demande de l'engagement, ce qui fait que c'est très compliqué. Ça me frustrait beaucoup. Et j'avoue que si je n'avais pas obtenu un gros financement européen qui m'a permis de me décharger de cours, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. Donc l'Europe m'a sauvée une deuxième fois. Ok. Donc, m'a il donné y a un les truc. moyens de faire plein de choses. C'est une bourse pour des très jeunes chercheurs qui est très conséquente. C'est 1,5 million d'euros. C'est énorme pour un premier projet de recherche. D'accord. Et ça donne une dimension, du coup, on peut faire plein de choses. On peut embaucher des gens, on peut créer une équipe. Oui. J'étais déchargée de cours. De Donc cours, ça a été ouais. un grand accélérateur dans ma carrière. Et après, derrière, si on fait plus de sciences, si on a plus d'idées, du coup, on gagne de l'expertise. On est dans des équipes après. On vient nous chercher pour aller travailler dans des équipes. Et puis, on en arrive là où je suis aujourd'hui. Mais à vous écouter, je suis en train de me dire qu'il faut aussi pouvoir faire beaucoup de réseaux alors dans votre métier. Oui. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on se pose beaucoup de questions sur les conférences internationales. Les chercheurs, on se réunit plusieurs fois par an à l'étranger et on réfléchit au coût carbone de tout cela. Ouais. Mais c'est quand même fondamental, justement, pour se faire des réseaux. Oui, Mais oui, c'est ça. Oui, tout à Parce fait. qu'il faut être identifié, il faut pouvoir échanger si vous voulez après... Et là, moi, je reconnais que mes capacités sociales, j'aime bien les gens, j'aime bien les autres et tout. Je pense que j'ai pas de difficulté à aller vers les autres, m'ont probablement aidé dans ma carrière. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, parce que les projets dont vous parlez, les bourses européennes, il faut monter les dossiers, il faut faire cette sollicitation. Oui. Là, c'est vous qui le faites, enfin, c'est pas. On Oui, le fait pas et pour puis vous. c'est vrai que là, je reconnais que j'ai un tempérament assez volontaire parce que quand je me retrouve donc quelques années de maître de conférence, surchargée d'enseignement, j'accouche de mon deuxième enfant, je me dis mais je vais pas m'en sortir. Il faut que je fasse quelque chose, ou alors j'arrête ce métier. Et j'ai écrit ce projet européen. Ma deuxième avait moins d'1 an. Enfin, j'étais vraiment dans les courtes nuits, dans tout ça, etc. Malgré ça, j'ai pris le temps, en travaillant toute la nuit, les nuits, quand je pouvais.
c'était un exploit humain, je pense, d'écrire ça. Oui, et encore une fois, j'ai quand même eu mon mari qui était derrière moi. Si au dernier moment, il fallait assurer avec moi pour que je puisse écrire ces dernières lignes, il l'a fait. Certains collègues aussi m'ont remplacé en cours le jour où j'ai soumis le projet. Enfin, il y a quand même heureusement, on a toujours des bons samaritains autour de nous. Il y a un travail d'équipe, il y a un effort d'équipe. Qui nous encourage. Donc là, vous menez ce premier projet. Et donc, alors après, comment on en arrive à travailler avec la NASA ? Alors ça, c'est pas moi, hein, je dois dire. Ça, c'est l'excellence de la France dans l'instrumentation spatiale. On n'envoie pas des fusées, hein, on n'est pas encore comme la NASA, la France, toute seule. On a l'Agence spatiale européenne qui envoie des fusées. La France ne le fait pas, mais on a une grosse agence spatiale en France, qui est d'ailleurs le premier contributeur de l'ESA. Et c'est cette agence spatiale française, avec son savoir-faire, qui construit depuis des années des instruments. Et la NASA, elle vient chercher en France des collaborations parce qu'il y a des instruments qui ne se font pas aux États-Unis. Et c'est avec ces instruments qui sont construits en France que derrière, il y a une équipe scientifique pour exploiter les données derrière. Donc, on est venu me chercher à cause de ça. Mais vraiment, la principale raison, c'est l'excellence française dans l'instrumentation spatiale. Et ça, c'est pas moi. C'est pas vous, mais moi, ce que j'aimerais bien qu'on explique, c'est quoi votre emploi du temps aujourd'hui ? Parce que, donc, à l'heure où on se parle, vous faites toujours plein de choses. Oui, je peux vous donner mes dernières 24 heures. Alors, hier soir, je travaillais dans les opérations du rover. Donc, quand on le pilote, tous les jours, il y a une 50aine de personnes qui sont staffées, comme on dit, pour envoyer les consignes du rover. Alors, comme pour expliquer, le rover, c'est le petit robot. Le petit robot Persévérance, donc qui est sur Mars à des millions de kilomètres. Et on lui envoie une fois par jour sa carte d'activité, mais c'est très compliqué. Piloter un robot aussi loin, c'est très compliqué. Donc, préparer ses activités du lendemain, ça nécessite une 50aine de personnes pendant 7-8 heures chaque jour. Le problème, c'est que c'est une mission NASA et qu'il est piloté de Los Angeles. Donc, pour nous, ça commence à 8 heures du matin, horaire américain. Je vais y arriver, 17 heures pour nous le soir. Donc, moi, hier soir, par exemple, de 17 heures à 23 heures minuit, j'ai travaillé aux opérations. Je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais régulièrement. Et puis, il y a un poste, entre guillemets, important parce que je fais partie des 10 scientifiques qui décident de ce que fait le rover tous les jours. Et chaque jour, il y en a un de nous qui dirige les activités scientifiques de cette préparation d'activités. Donc, c'est un rôle où on doit prendre des décisions, éclairer ce qu'on doit faire des priorités, etc. Donc, c'est pas mal de tension. Et donc, j'ai fait ça hier soir, jusqu'à très tard. Donc, ce matin, je suis avec vous. Après, je vais à l'ENS, où j'ai des étudiants qui ont une réunion de rentrée. On a des formations commun entre Lyon 1 et l'ENS. Et après, j'ai cours sur le campus de la Doua à 14h, donc de 14h à 17h. Entre-temps, il faudra que j'aille chercher les polycopiés de mon cours. Enfin bon, voilà, je vous passe les détails. Et après, je termine par une réunion que j'ai aussi pour la NASA, du coup, de 18h à 20h. Voilà. Et on arrive à tout jongler, cumuler, plein de projets, sa vie perso, son équilibre. Ma belle famille dit que je suis hyperactive. C'est peut-être là. J'ai du mal avec l'inaction. Non, mais c'est vrai que les femmes, souvent, elles disent elles manquent de temps pour faire des choses. Ouais. Ah bah oui, je suis très frustrée tout le temps. Ah, là, vous êtes frustrée? Ah oui, tout le temps. Bah oui, malgré tout ça, je me dis, chaque jour, je n'ai pas fait le quart du tiers de ce que je voulais faire. Ouais. Ouais, mais on sent quand même que ça vous anime et que vous pourriez encore en mettre un petit peu s'il fallait faire de la place. Oui, disons qu'à partir d'un certain moment, quand même, il n'y a que 24 heures dans une journée, on est obligé de faire des priorités. Donc voilà, maintenant, je refuse beaucoup de choses quand même. Ah ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de sollicitations. Je fais ce qui me tient à cœur. Ouais, c'est ça. Alors, quels engagements vous prenez justement pour que les femmes, elles soient plus visibles en sciences? Parce que j'ai vu que c'était un vrai sujet de préoccupation pour vous, cette parité, cette mixité. Oui. Et ça, je pense quand même, il y a différentes façons, mais moi, je pense au rôle modèle. Alors, j'aime pas ce mot-là parce que je me sens pas modèle, mais c'était important de pouvoir se projeter. Ouais. Parce que moi, j'essaie de m'imaginer enfant. Pourquoi je m'imaginais pas de pouvoir devenir chercheur? Parce que pour moi, je pense qu'il n'y avait pas de modèle, je pouvais pas m'identifier. Et quand j'ai commencé à voir à l'université, j'ai eu des cours avec quelques profs d'université, femmes, qui étaient enceintes. Ouais. Ça m'a tilté. Je me dis, mais peut-être on peut faire ce métier et puis quand même
puis avoir des enfants. Pour moi, c'était important, ça. Donc, ces petits rôles, ces petites femmes qu'on croise dans l'ascenseur ou quoi, qui nous parlent de leur activité de recherche tout en ayant un ventre énorme, moi, ça m'a un petit peu parlé. Ouais, c'est ça. Donc, les rôles modèles, il faut qu'on fasse parler plus les femmes. Je pense qu'on a une grosse responsabilité, les femmes scientifiques, de devoir aller dans les médias, quelque part qu'on ait une visibilité dans la société. Moi, je trouve que, par exemple, notre pays, on a très peu d'émissions scientifiques. Il y en a quelques-unes. Il y a, comme par exemple, C'est pas sorcier, qui était super. Ouais. Mais comparé à d'autres pays, par exemple en Angleterre, ils ont plein d'émissions. Ils adorent ça, les Anglais, de diffusion de la culture scientifique. Et nous, assez peu dans les chaînes. Et les femmes sont... Voilà, c'est important que les femmes, on aille se montrer pour montrer ce qu'on fait, pour donner des idées de carrière ou d'orientation aux jeunes filles. Quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes justement qui nous écoutent et qui se disent tiens, c'est vrai, je savais pas que ça pouvait être aussi exaltant une carrière scientifique, parce que c'est vrai que comme on n'a pas d'image, moi vous le savez, c'est pas un secret, mais comme je vous ai entendu faire une conférence absolument incroyable, inoubliable sur votre activité sur la planète Mars, je me dis qu'effectivement tout le monde n'a pas cette lecture de comment c'est concret une carrière scientifique. Quand on vous entend, on se dit ah mais c'est fantastique de faire ça. D'ailleurs, c'était rigolo. Vous avez commencé en disant moi j'analyse des petits cailloux je collecte des petits cailloux sur Mars, je les analyse pour savoir s'il y a eu de la présence de vie. Ouais. Donc effectivement, vous avez une capacité à rendre les choses accessibles, mais finalement, c'est aussi une projection que vous donnez à voir. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui nous écoutent et qui se disent bah oui, c'est vrai que moi j'aime bien les sciences ou j'aime bien les mathématiques, mais qu'est-ce qu'on fait ? Quels conseils vous leur donneriez à ces jeunes femmes ? En tout cas, je dirais, ce qui est important pour l'orientation, je m'en occupe beaucoup parce que je suis quand même aussi très impliquée à l'université dans la formation de la jeunesse. Ça, c'est aussi une cause qui me tient à cœur. Ouais. Et de prendre le temps aussi de s'orienter. Parce que là, c'est ça qui me choque, moi, beaucoup dans la réforme du lycée. C'est cette préorientation qui est terrible. Et il faut prendre le temps, c'est se donner du temps, on aime bien ça, sans penser. Je trouve que notre jeunesse, elle est vraiment tellement dire quels sont les débouchés, quels sont les débouchés, quels sont les débouchés. Il faut avancer. Moi, si je pense qu'on m'avait dit, si j'avais avancé en disant oh là là, les débouchés, oui, les débouchés, elles sont faibles. Enfin, il faut aussi croire en son étoile. Il faut juste profiter. Moi, j'ai toujours profité. J'étais en thèse. J'ai profité de ce moment-là sans penser à la suite. Du fait que je n'avais pas j'avais pas d'horizon ni de grande ambition, ça m'a déchargée de ça. J'ai trouvé génial. Oui, j'ai trouvé génial de faire une thèse. J'ai profité sans jamais penser est-ce que je serai chercheur ? Est-ce que oh là là, quelle est la probabilité que je sois chercheur ? Il y a peu de débouchés, il faut que j'arrête. Nos jeunes, ils pensent trop à l'avenir et aux statistiques. Faut faire faut profiter moins de l'instant, se mettre la pression. Profiter de l'instant présent. Et puis c'est tellement des rencontres et des hasards ce qu'on devient. Ouais. Moi, je discutais avec le président de Lyon 1 qui me racontait aussi son parcours que j'ai découvert, qui est virologue. C'est marrant aussi, c'est que des rencontres, en fait. On n'est jamais prédestiné exactement à la carrière qu'on fait. Ouais, c'est ça. Et ça, il faut que nos jeunes se détendent et qu'ils profitent du moment. S'ils font des études qui les intéressent, voilà... Ils vont trouver après. Ils vont trouver. Alors vous, le projet en ce moment, c'est Mars. Oui, c'est beaucoup cette mission américaine. Beaucoup cette mission. Donc là, l'enjeu, c'est quoi ? C'est de ramener les échantillons sur Terre. Oui, c'est le grand enjeu du moment. On collecte ces échantillons qui vont être ramenés sur Terre. Après, il y a des grosses incertitudes avec l'administration Trump qui nous gèle un peu quand même en ce moment. L'avenir de notre mission, quels sont nos objectifs scientifiques ? Il y a des nouveaux administrateurs à la tête de la NASA. En ce moment, c'est vrai qu'on nous donne des consignes des fois orthogonales d'un jour à l'autre. Mes collègues américains sont très au front. Ils sont très résilients. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça, en ce moment, c'est assez en eau trouble. On n'a pas une vision claire. Il y a 1 an et demi, je vous aurais dit, en 2030, on doit ramener ces échantillons, donc on doit finir de les récolter. Aujourd'hui, j'ai une grande incertitude sur comment et quand ça va se faire. Donc on est obligé finalement pour l'instant de se conforter à la mission du moment. Oui. C'est ça, on fait ce qu'on doit faire. Oui. Et puis on verra le next step après. Oui, et ça reste super parce que je vous dis ça par rapport à hier, on a découvert un caillou, ce qui est tout nouveau et tout, et heureusement qu'on s'enthousiasme, c'est extraordinaire, quelque chose qu'on cherchait depuis longtemps. Donc voilà, on va aller l'analyser plus en détail et
faut se concentrer là-dessus, sur ce que nous offre justement cette exploration de mondes nouveaux. Ouais, c'est ça. Et on arrive à explorer en profondeur, tout en étant aussi loin, où il y a des choses qu'on ne pourra pas savoir tant qu'on ne ramènera pas les échantillons. Oui, on est extrêmement limité. Ah oui, d'accord. Déjà, les mesures qu'on fait, elles sont que de l'innovation technologique. Ouais. Une petite mesure qu'on fait en 1 seconde en laboratoire, si vous savez le temps que ça prend de préparation, de construction, c'est un temps humain énorme pour la moindre mesure qu'on fait sur Mars. Et on est très limité en capacité, oui. Et ça, des fois, ça nous frustre. et on pourra faire tellement plus de choses quand on ramènera les échantillons. Ah, c'est ça. Disons que les instruments, tels qu'on le faisait jusqu'à présent, en tout cas depuis 4 ans, les instruments du rover nous servent à sélectionner le meilleur échantillon. Parce qu'on n'a pas, on a 36 échantillons, à peu près une trentaine. Et c'est tout ce qu'on a, et ça va très vite. On en a déjà récolté pas mal, il ne nous en reste pas beaucoup. Et comment on les choisit ? Ça, c'est des discussions à n'en plus finir. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, notre instrumentation, elle sert essentiellement à ça, à avoir une espèce de première idée, de se faire des premières conclusions pour prendre la meilleure des décisions. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est passionnant. Écoutez, Cathy, on vous retrouvera avec plaisir pour parler de ces sujets absolument incroyables. Dernière question de l'émission, mais on l'a un petit peu dit, c'est quelles mesures vous prendriez, vous, si demain vous étiez aux manettes ? Allez, demain vous êtes nommé ministre. Quelles mesures vous prenez pour que les femmes, elles soient plus visibles, impliquées, présentes dans le débat public ? Eh ben, je supprime la réforme du bac, c'est la première chose. La préorientation des adolescents, à 14 ans, c'est stupide. Ouais. Voilà. Il faut qu'on arrête de faire ça, il faut qu'on les laisse grandir. On leur enlève cette espèce de pression terrible où on leur dit attention, il y a Parcoursup, attention, il faut, dès la 3e maintenant, il faut qu'ils commencent à réfléchir, ils ont des séances d'orientation. Mais c'est 10 fois trop jeune pour mettre un enfant dans une case. 10 fois trop jeune. Voilà. Très bien. Écoutez, merci Cathy d'avoir pris le temps dans tout cet agenda hyper chargé, d'être venue prendre votre café avec nous, avec les Lyonnes ce matin. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Bonne semaine.